Alors, bienvenue à tous à l'enregistrement de l'exercice, du début de l'exercice de Gotham. Alors, nous sommes dans Moodle, l'exercice 1, domaine DHCP DNS. On va juste faire ça pour l'instant. Partage dossier de base et alias vont être faits dans une vidéo ultérieure. Donc, on va commencer rapidement. Premièrement, on va mettre en place notre environnement pour pouvoir travailler efficacement. Donc, ce que je vous suggère pour les exercices qui sont en ligne, c'est d'ouvrir la page de l'exercice. Ensuite de ça, d'aller dans le menu Fichier disponible en haut et de télécharger au format Word l'exercice. Pourquoi? C'est qu'on va pouvoir annoter, écrire dans l'exercice pendant qu'on va le faire, ce qui va faciliter notre apprentissage puis notre suivi. Deuxième chose, pour l'exercice, vous allez avoir besoin de d'autres éléments, dont dans les ressources, la fiche de travail de planification de réseau local. Alors, ce que je fais, c'est la même chose. Je l'ouvre et je l'enregistre en la téléchargeant au format Word. Et le troisième élément qu'on va avoir besoin, c'est peut-être des notes de cours au niveau de la théorie du IPv4. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant, je vais juste ouvrir cette page-là. Je ne vais pas l'enregistrer parce que j'ai juste besoin de la consulter. Donc, je vais avoir besoin de mon tableau d'IPv4 ainsi que le lien entre le masque de sous-réseau et le nombre d'adresses disponibles. Donc, c'est les éléments dont je vais avoir besoin pour pouvoir travailler pour cet exercice-là. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé un petit peu l'exercice. C'est qu'au lieu d'avoir seulement l'exercice, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher les tableaux que j'ai à remplir pour l'insérer dans l'exercice au niveau de la planification. Alors, je n'ai pas juste la planification, j'ai aussi le tableau que je peux faire au complet. Alors, on me demande premièrement d'effectuer une planification réseau de manière à ce que le sous-réseau puisse offrir un maximum de 126 hôtes. Alors, les éléments importants là-dedans, quels sont-ils? Je vais les souligner. Alors, je peux utiliser carrément là, le souligneur de Word pour souligner. Je vais mettre 126 hôtes comme étant un élément important. Alors, c'est un maximum de. Et le réseau doit être privé et de classe A. Alors, je vais juste m'arranger pour que ces éléments-là soient importants. Le réseau doit être très stable, filaire. Ce que ça veut dire, ça, au niveau très stable, ça veut dire tout simplement que le bail du DHCP va être long. Donc, je peux le mettre à 8 jours par défaut, mais je vais m'appliquer à le changer légèrement. Alors, pour commencer, je dois choisir le réseau avec lequel je vais travailler. Je vais travailler avec les classes d'IPv4. Un réseau de classe A commence de 1 à 127 au niveau du premier octet. Toutefois, c'est une adresse privée que j'ai à prendre, donc il doit commencer par 10. Je ne vais pas me casser la tête, je vais prendre un réseau assez simple. Je vais y aller avec 10.20.30.0. Alors, je mets ça de façon tout à fait arbitraire, tant que ça commence par 10. Il faut que je choisisse mon masque de sous-réseau en bits puis que je le réécrive ici. Toutefois, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est mon masque. Alors, je vais aller chercher le maximum d'hôtes qui est de 126 dans la demande et je vais aller consulter mon tableau de lien entre le masque de sous-réseau et le nombre d'adresses disponibles. Donc, on sait que le nombre d'adresses, on doit faire un -2 pour trouver le nombre d'adresses IP disponibles pour les autres. Ce qui m'amène à pouvoir utiliser, en fait, 126, ça va être 128 adresses dont je vais avoir besoin. Et le masque de sous-réseau correspondant est de 25 bits, soit 255.255.18. Alors, je vais aller reporter cette information-là dans mon tableau de planification. Donc, 25 bits ici, 255.255.128. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller, dans le fond, je vais devoir faire des calculs, hein, parce que, évidemment, je sais le nombre d'adresses disponibles pour les autres, c'est de 126, soit 2 exposant 7. Toutefois, pour la première adresse IP disponible, pour la dernière, je vais aller faire certains calculs. Alors, pour faire ça, je me réfère, je prends une feuille blanche carrément, et je vais écrire mon adresse réseau. Donc, mon sous-réseau 1, c'est 10.20.30.0.
Alors, on a encore le son des constructeurs qui refont le toit de l'école. C'est comme ça. Je veux savoir en réalité quelle est l'adresse du sous-réseau 2. Donc, je sais que ça va commencer par 10, 20, 30. Par contre, ici, je ne le sais pas. Je sais que j'ai à chercher les bons entre les réseaux pour pouvoir déterminer comment va être constitué mon sous-réseau 1. Comment est constitué mon bon? Bien, tout simplement du nombre de possibilités d'adresses dans le sous-réseau. Alors, si mon sous-réseau est de... C'est effrayant le son, je ne sais pas comment ça rentre dans les haut-parleurs. Donc, 25 bits pour le masque de sous-réseau, ce qui nous donne un résiduel de 7 bits pour évidemment les autres, donc les adresses possibles. Donc 2 à la 7, on sait que ça donne 128. Alors les bons seront de 128, tout simplement. Ce qui nous amène à notre deuxième réseau qui va être de 128. Alors implicitement, on va trouver la diffusion de notre réseau ici qui va être de 10.20.30.127. Ce qui nous amène par la suite à déterminer les autres. Donc, les adresses pour les autres seront de 1 jusqu'à 126. OK? Donc, c'est un peu ça qu'il faut déterminer ensemble au niveau pour savoir quand commence puis quand termine mon sous-réseau, le sous-réseau que j'ai choisi. Donc, c'est fort de toute cette information-là que nous partons gaiement sur le chemin de la joie pour aller remplir notre document. Alors là, ça va aller un petit peu plus rapidement. La première adresse IP disponible, donc ce que j'ai trouvé sur la page précédente, 10.20.30.1. Et là, vous allez me permettre d'être un petit peu plus efficace en copiant la première partie de mon adresse pour ne pas être obligé de la réécrire à chaque fois parce que je vais l'écrire 450 fois. La dernière adresse IP disponible va être .126. La plage de réservation d'IP fixe. Alors, il n'y a rien de statué ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement les serveurs. Quels seront-ils? Bien là, c'est arbitraire. C'est en fonction des besoins et il n'y a rien de spécifié dans l'exercice. Alors, moi, j'y vais de 1 jusqu'à 19 et de 120 jusqu'à 126, ça va être pour les serveurs. Alors, ça veut dire que je vais avoir des réservations d'IP fixe de 1 à 19 et de 120 à 126. Donc, les dynamiques seront données de 20 jusqu'à 119. Donc, ça, c'est tout à fait hypothétique. Toutefois, une fois que j'ai fait ma planification comme ça, basée sur les besoins de l'entreprise, bien à ce moment-là, par la suite, je vais devoir être conséquent dans le DHCP. La deuxième partie du tableau consiste ni plus ni moins à réécrire à nouveau l'information. Donc, l'étendue, ici, c'est bien point 1 jusqu'à point 126. La plage d'exclusion, c'est exactement la même chose. C'est de 1 à 19 et de 120 à 126. Le masque de sous-réseau, c'est 255, 255, 255.255. Pourquoi c'est l'écrit en vert? C'est une bonne question. Voilà. Donc, évidemment, je me suis rendu compte, je ne me suis pas rendu compte, dans la salle, des valeureux étudiants et étudiantes se sont rendus compte que j'ai fait une erreur. C'est bien sûr 128, le masque de sous-réseau, soit 25 bits, tout simplement. La durée du bail, c'est un bail qui devrait être long parce que le réseau est stable, il est filaire, je l'ai vu dans la demande. Alors à ce moment-là, je paie minimum 8 jours. Puis pour me forcer à le changer, je vais mettre 10 jours. Le domaine, c'est gotham.dc. Alors pour le domaine, il va falloir aller plus bas. Alors quand on regarde dans la demande, on a le domaine ici, gotham.dc. Et on va avoir un DNS à configurer dans ce serveur-là. Alors, ça risque d'être lui-même.
Alors, au niveau du domaine, on va mettre gotham.dc au niveau de la demande. L'option DNS sera notre serveur et on ne sait pas quel est l'IP de notre serveur. C'est là qu'on doit faire intervenir la planification. C'est à ce moment-là qu'on doit planifier. Alors, donc, moi, ce que je suggère, c'est de faire la liste des adresses IP dont vous disposez. Et là, je n'ai pas la bonne affaire. C'est 10.20.30.1, la première adresse IP dont je dispose, Et moi, en général, ce que je vais proposer, c'est de faire un tableau avec toutes les adresses IP dont on dispose dans la plage de réservation d'IP fixe. Je ne les ferai pas toutes à l'écran, mais vous vous imaginez que j'ai un fichier en quelque part qui contient toutes les plages. À droite, je vais mettre le nom du serveur dès qu'il va y en avoir un. Est-ce que le serveur a un nom spécifié dans l'exercice? Je descends un peu plus bas, puis je vois que le serveur doit être nommé SRV DC1. Alors, donc, je vais tout simplement identifier mon serveur de cette manière-là. Alors, je vais écrire SRV-DC1. Sa fonction, ça va être, dès lors déjà, je sais qu'il va être DHCP, je sais qu'il va être contrôleur de domaine, je sais qu'il va être DNS. Et si je descends plus bas dans l'exercice, je sais qu'il va être serveur de fichiers. Alors, en général, on va marquer toutes les fonctions. Et finalement, on va mettre son emplacement. Alors, il est dans le BAT garde-robe. C'est un endroit secret que seul Alfred connaît, dans la Batcave. Alors, c'est local, c'est dans la grotte de Batman, là, dont, évidemment, on a une image ici là, pour illustrer l'emplacement de l'ordinateur. C'est un gros garde-robe. Alors, c'est là qu'est le serveur de Batman. On a l'image. Non, mais c'est important de figurer où ça se passe, les affaires. Vous aurez compris que c'est l'emplacement. L'option maintenant du serveur DNS, je vais être en mesure de l'écrire parce que j'ai mon serveur qui va faire office de DNS, donc l'adresse IP de mon serveur va être comme telle, celle-là. Et je n'aurai pas de routeur pour l'instant, c'est non applicable au niveau des routeurs. Je n'ai pas de WINS non plus, non applicable au niveau du WINS. Donc, ça résume un peu la planification papier. Je vais placer mon fichier de côté, c'est-à-dire pas complètement de côté. Je vais rapetisser un petit peu le zoom de mon fichier. Question de pouvoir consulter ces informations-là d'un seul coup d'œil tantôt lorsque je vais configurer mon serveur. Alors, je vais me libérer de l'espace de travail un petit peu, fermer certaines fenêtres. Et à partir de maintenant, j'ai besoin d'un côté de mon serveur et plus tard, je vais avoir besoin de mon client. Donc, je vais devoir basculer de mon client vers mon serveur régulièrement. Alors, je vous suggère de placer vos fenêtres comme telles. Je vous suggère aussi, une fois que vous avez ouvert votre session avec votre administrateur sur votre serveur, de changer le fond d'écran du serveur pour mettre une couleur qui va le distinguer. Moi, j'aime bien le orange brûlé. C'est une de mes couleurs favorites. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de distinguer, ça va rester stable ici, puis ça va me permettre de distinguer lorsque je travaille sur le serveur versus le client. Alors, donc, on se concentre sur le serveur pour l'instant. Je vais changer, juste rapetisser ma fenêtre un petit peu et je vais continuer avec ma demande. Alors, au niveau de la configuration réseau, je vais renommer mon serveur pour SRV DC1, puis ensuite de ça, je vais faire l'adresse IPv4 selon la planification. Donc, adresse IPv4 selon la planification. Je vais devoir avoir, la carte interne va devoir avoir une IP fixe et être connecté de type réseau interne sur VirtualBox. La carte externe doit avoir une IP dynamique, elle l'est par défaut, et je vais devoir désactiver la NAT de mon serveur et de mon client. OK? Donc, je vais faire tout ça d'un coup. Et quand c'est fait, je vais venir annoter mon exercice comme de quoi je l'ai terminé. Alors, je vais commencer par le réseau de mon serveur. Je m'en vais dans mes paramètres de carte. Je vais désactiver la NAT. Je m'en vais dans le réseau interne, changer l'IPv4. Je vais désactiver l'IPv6 parce qu'il n'est pas nécessaire.
et je m'en vais dans mes propriétés pour mettre l'adresse IP telle que prévue dans la planification, soit 10.20.30.1, avec un masque de sous-réseau de 255, 255, 255, 128. Je n'ai pas de passerelle par défaut, évidemment, et la DNS va être de 10.20.30.1 parce que mon serveur aura lui-même le rôle de DNS. Et là, je vous demande de porter une attention particulière avec ce que je viens d'écrire. Je vous demande de vous souvenir de ce que j'ai rempli tantôt comme information. Alors, même pour ça, là, je vais prendre une capture d'écran. Puis, je vais juste le mettre en mémoire ici, puis je vais inscrire config original, juste pour qu'on s'en souvienne, OK, du serveur. Vous allez voir qu'il va y avoir une modification tantôt, puis on va avoir besoin de référer à cette configuration-là pour pouvoir apprécier la différence. Donc, je continue. Je fais tout simplement OK. Je ferme. J'ai configuré le réseau de ce côté-là. Je m'en vais renommer mon ordinateur tout de go. Je n'ai pas à modifier rien au niveau du groupe de travail ni du domaine. Ça va devenir un contrôleur de domaine avec DC Promo apparaît. Donc, j'ai juste à renommer l'ordinateur SARV-DC1 tel que la demande était spécifiée. Et je vais juste faire redémarrer mon ordinateur étant donné que je viens de le renommer. Alors, je redémarre et pendant que je redémarre mon serveur, je vais basculer sur mon client où est-ce que je vais ouvrir une session avec l'administrateur local et je vais aller effectuer les mêmes opérations, bien, pas les mêmes opérations, mais uniquement les opérations au niveau du réseau de mon client, c'est-à-dire carrément désactiver la NAT et aller dans le réseau interne, m'assurer que le IPv6 est déconnecté et le IPv4 est automatique. Alors, c'est une fois que j'ai fait toutes les opérations que je peux aller dans mon document et que je vous suggère très fortement de souligner ce qui a été effectué et ce qui est terminé. Vous pouvez même le relire et mettre du vert, signe que c'est terminé. Il y a beaucoup d'étapes dans ces exercices-là, alors c'est pour ça que je vous suggère d'effectuer un genre de suivi. Prochaine étape, installer le rôle de contrôleur de domaine et de DNS. Installer le rôle de service de domaine Active Directory. Premier contrôleur de domaine d'un nouveau domaine dans une nouvelle forêt avec DC Promo. Le domaine va s'appeler gotham.dc et le niveau fonctionnel va être 2003. Alors ça, c'est spécifique et c'est ce que je m'en vais faire tout simplement en tant qu'administrateur de mon nouveau serveur. Je m'en vais lancer la commande DC Promo qui installe un domaine tout seul, hyper rapidement. Donc, je fais exécuter DC Promo, Enter sur mon serveur. Il y a un certain délai au lancement de la commande DC Promo parce que le serveur doit installer les prérequis au niveau des fichiers avant de pouvoir faire la promotion du serveur au rang de contrôleur de domaine. Donc, c'est normal d'attendre un certain temps. Lorsque l'ordinateur est prêt, bien, à ce moment-là, on appuie sur Suivant. On va choisir Créer un domaine dans une nouvelle forêt. Ça correspond à la demande ici, le premier contrôleur de domaine d'un nouveau domaine dans une nouvelle forêt. Je m'en vais écrire mon nom de domaine qui est gotham.dc. Donc, gotham.dc, tout en minuscule. Tout en minuscule. On fait suivant. Le serveur va vérifier la possibilité, la disponibilité du nom au niveau des serveurs DNS. Et comme il n'y a pas de serveur DNS, la réponse se fait pas attendre. Si j'avais laissé la carte en NAT activée, ça aurait pris beaucoup plus de temps, cette étape-là. Le niveau fonctionnel de la forêt va être 2003. Pourquoi? C'est que plus tard, on va mettre un serveur contrôleur de domaine 2003. Alors, on va voir comment ça fonctionne avec deux contrôleur de domaine, mais beaucoup plus tard dans les autres exercices. Si on mettait 2008 R2, par exemple, on aurait une fonctionnalité de plus, soit la corbeille des objets Active Directory. Toutefois, le minimum au niveau de la version du système Windows pour un contrôleur de domaine aurait été de 2008 R2. Okay? Donc, 2003 pour les bienfaits du système. On configure le fait qu'on va installer un serveur DNS parce qu'il n'y en a pas.
On confirme qu'on veut donner la délégation au serveur DNS. On laisse l'emplacement des bases de données NTDS par défaut. On rentre le mot de passe de restauration des services annuaires. Moi, je mets password, le P majuscule A, signe de pièce, W0 ARD. Tant qu'on s'en souvienne, qu'on écrit ce mot de passe-là sur un papier et qu'on place le dit papier sécuritairement dans un coffre-fort de l'entreprise. Ça va être utilisé lorsqu'on va avoir besoin d'avoir recours aux sauvegardes pour restaurer le système, pour restaurer en partie ou en tout Active Directory. On appuie sur suivant et on pourrait exporter les paramètres là, dans un fichier texte tout simplement si on veut les conserver pour refaire l'opération une nouvelle fois plus facilement. Sinon, on fait suivant et on attend la fin de l'opération. Moi, je coche redémarrer avant à la fin de l'opération. Alors, une fois que j'ai terminé, ben, je m'assure de relire l'ensemble de ma demande. Ça a été complété. Je mets ça en vert, je passe à la lecture du prochain. Installation du rôle de DHCP. Installer le rôle du DHCP, configurer le serveur DHCP selon ma planification. Alors donc, c'est la prochaine étape. Je peux la mettre en jaune parce que je suis en train de la faire. Et je m'en vais en haut. Je vais avoir besoin de ma planification du DHCP. Et là, ben, en clair, là, vous avez des informations pertinentes comme l'étendue, ça va être de 1 à 126. Les exclusions, je vais en avoir 2. Le masque de sous-réseau, la durée du bail, le domaine, l'option DNS, etc. C'est toutes des informations dont je vais avoir besoin pour être capable d'effectuer mon travail correctement. Je dois attendre par contre le redémarrage de l'ordinateur avant d'installer le rôle de DHCP. Après un redémarrage qui parfois peut prendre un peu plus de temps qu'à l'habitude parce qu'il y a la mise à jour de toutes les politiques de sécurité du système, on voit que l'ouverture du système comporte certains changements par rapport à tantôt. Alors, on voit la manière d'écrire un usager, c'est-à-dire le nom du domaine, barre oblique inversée, le fameux backslash, et le nom de l'utilisateur. Alors, le mot de passe en 2008 R2 reste le même. En 2003, il aurait été changé et ça aurait été un autre utilisateur. En 2008 R2, l'utilisateur et son profil est complètement transféré dans le domaine. Mais vous devez apprendre que ce n'est plus le même utilisateur en soi. Alors, je rentre mon mot de passe qui est exactement le même que tantôt. Certains systèmes peuvent vous demander de changer le mot de passe. C'est possible. Que vous devez faire. La prochaine étape consiste à installer le rôle de contrôleur de DHCP. Alors, je vais utiliser l'interface qui est ici pour cliquer tout simplement sur « Ajouter des rôles ». Et là, ben, je vais sélectionner dans la liste des rôles le serveur DHCP. Vous allez voir que je vais aller très rapidement et je ne vais pas créer d'étendue nécessairement avec cet utilitaire-là. Je vais juste configurer les options de serveur. Alors, je fais suivant. Je m'assure que mon adresse IP, ma carte réseau avec la bonne adresse IP, soit bien cochée en IPv4. Ensuite de ça, je m'assure que le domaine parent est bon. Et là, surprise, je me rends compte qu'il y a 127.0.0.1 qui est proposé au niveau du DNS. On se demande bien pourquoi, qu'est-ce que ça fait là. Alors, on est un peu nerveux. On va voir au niveau du centre de réseau et partage, quelle est la configuration de notre carte réseau? Qu'est-ce qu'on a mis donc comme configuration? Et on se rend compte que lors de l'installation du rôle de contrôleur de domaine et DNS, le serveur a modifié l'adresse DNS fixe qui avait été configurée. Donc, ce n'est pas grave en soi pour le serveur. Cette section-là, on n'a pas à la changer. Toutefois, ben, ça va être important que le DNS ne donne pas cette adresse-là aux clients, sinon ils ne seront pas capables de résoudre eux-mêmes leur nom. On se souvient tantôt, là, j'avais pris une capture d'écran, on se souvient que ce n'était pas 127.0.0.1 qui avait été configuré, mais bien 10.20.30.1. Alors, c'est une particularité du système, il change cette information-là pour 127.0.0.1. Ce n'est pas un problème en soi, mais il faut juste en être conscient. Donc,
Au niveau du DNS, bien, je vais devoir mettre 10, 20, 30.1 pour être conséquent à ma planification ici au niveau du DNS. Je peux faire valider et je devrais avoir un rond vert juste en dessous avec l'application valide, ce qui m'indique que mon DNS est fonctionnel, up and running. Donc, c'est une bonne nouvelle. Si j'ai un deuxième serveur DNS, je vais l'indiquer ici. Présentement, j'en ai pas. Je vais pouvoir revenir plus tard pour l'ajouter. Je fais suivant. Je n'ai pas de wins. Je ne fais pas d'étendue tout de suite. Je vais les faire tantôt. Je désactive le IPv6. Je m'assure que je vais autoriser le serveur DHCP dans le DNS, dans le Active Directory. Et je fais installer le rôle. C'est quelque chose qui ne prend pas nécessairement beaucoup de temps. Entre-temps, ce que je peux faire, moi j'aime bien travailler avec une MMC personnalisée, donc je vais exécuter le logiciel MMC et je vais enregistrer ma console MMC sur le bureau en attendant. Donc je vais l'appeler Super Console. Je vais l'enregistrer. Je tasse ça ici, mon rôle est fini d'installer, je ferme toutes les autres fenêtres, question de voir clair. Je vais même avoir le gestionnaire de serveur qui part, je ne le veux pas. Et dans mon console MMC, je vais venir ajouter mon composant logiciel enfichable me permettant de configurer mon DHCP. Je fais OK, je réenregistre ma console. Pardon, pas enregistrer sous, juste enregistrer. Si ça ne me tente pas de travailler avec ma console personnalisée, je peux faire tout le temps démarrer outil d'administration puis chercher mon Snap-in à la main comme ça. Donc, je vais ouvrir ma console ou mon truc DHCP, peu importe. Je m'en vais ouvrir mon DHCP. Je m'assure dans un premier temps qu'il y ait du vert partout au niveau du PV4 et vous voyez que je n'ai pas d'étendue dans la liste, tout simplement. Je vais aller m'assurer que les options de serveur soient adéquates. Alors, donc, quand je clique sur les options de serveur, je devrais avoir mon DNS avec la valeur de mon DNS qui doit être correcte, soit 10.20.30.1, et j'ai mon nom de domaine. Ce sont des informations qui vont être copiées dans l'étendue, donc que je m'apprête à l'instant à créer. Je clique droit, je fais « Nouvelle étendue ». J'ai un assistant de nouvelle étendue qui s'affiche. Je fais « Suivant ». Je mets le nom de l'étendue, je l'appelle « Principal ». Je manque un peu d'imagination. Ou je pourrais l'appeler peut-être « BAT tendu ». BAT tendu. BAT étendu. BAT étendu, ça se dit-tu? Tout se dit. Et moi, j'avais tendance plus sérieusement à écrire l'adresse du réseau dans le nom de l'étendue, .0/25. Donc, ça me donnait un peu d'informations par rapport à qu'est-ce que c'est cette étendue-là. C'est toutefois non fonctionnel, mais plus visuel. L'adresse de fin, 10.20.30. Je m'en souviens plus, pas de problème. Je m'en vais dans ma fiche de planification. J'ai de 1 à 126 et je vais avoir mes exclusions de 1 à 19 puis de 120 à 126. Donc, toujours travailler avec la fiche de planif à côté. 10, 20, 30.1 jusqu'à 10, 20, 30.126. Je m'en vais chercher mon masque de sous-réseau. Je peux l'écrire en bits ici, c'est intéressant. 25 bits, ça va plus vite à écrire. Mes exclusions sont ici. Je dois les rentrer à la main, 10, 20, 30.1 jusqu'à 10, 20, 30. J'ai dit 19. Je dois absolument appuyer sur le bouton « Ajouter » pour que la plage d'exclusion soit effective. Je ne vais pas mettre la deuxième, je vais mettre la deuxième avec une autre façon après. Donc, juste pour vous montrer plusieurs possibilités de travailler. Le bail ici, je le modifie. Mais imaginez que je me trompe et que je mette 20 jours. Je vais aller le modifier par la suite. Je veux configurer les options absolument. L'adresse IP du routeur, j'en ai pas de besoin. Le nom de domaine, ça a déjà été rentré, gotham.dc. Puis regardez, le 127.001 aboutit encore. Je dois le changer pour 10, 20, 30.1. Et lorsque je vais faire ajouter, il va y avoir une validation de mon serveur DNS. Et je ne devrais pas avoir d'erreur cette fois-là parce que le serveur DNS doit exister et être fonctionnel.
Alors, je n'ai pas eu d'erreur, donc il devrait être, comme on dit les Chinois, up and running. Le Winds, j'en ai pas. J'active l'étendue et je me retrouve avec une étendue que je peux consulter. Donc, je peux aller voir mon étendue ici. Je peux cliquer droit sur l'étendue pour voir les propriétés de l'étendue. Je vois la bail que je peux modifier parce que j'ai fait une erreur tantôt. Je vois les adresses de l'étendue que je peux modifier, le nom que je peux modifier, etc. Je peux changer sa description, même a posteriori. Je peux aller dans les pools d'adresses où est-ce que je vais voir que mes adresses, c'est de 1 à 126 et que j'exclus de 1 à 19 et je me rends compte que j'ai oublié une exclusion. Je peux la rajouter à la main après, il n'y a pas de problème. 10, 20, 30.119 jusqu'à... non, pardon. C'était 120. Jusqu'à 10, 20, 30.126. Vous ne pouvez pas modifier une exclusion, donc je ne peux pas modifier cet élément-là. Je peux par contre le supprimer puis le rajouter à nouveau pour le corriger. OK? C'est des petits trucs qu'on a. Lorsque j'ai des clients qui vont s'enregistrer au niveau du DHCP, je vais voir leur adresse IP, la date d'expiration du bail apparaître ici. Présentement, il semble-t-il que je n'ai pas de clients, même avec la touche F5. Donc, techniquement, j'ai fait mon DHCP. Ça devrait bien fonctionner. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer du point de vue de mon client pour aller lancer une ligne de commande, CMD, et à l'aide de la ligne de commande, je vais enfiler un effacement des configurations réseau TCP/IP, donc avec un IP config release. Je vais redemander une nouvelle adresse IP avec renew au DHCP nouvellement créé. En arrière-plan, j'ai vu qu'il y avait une fenêtre qui vient de s'afficher. Windows 7 affiche, il me demande de définir l'emplacement réseau, ce que je n'ai pas besoin de faire, mais ce qui est un très bon indice comme de quoi il vient de se connecter sur un nouveau réseau. J'ai de l'information pertinente, mais je dois aller la confirmer avec ipconfig/all et je dois m'assurer, j'ai mal rentré ma commande, je dois m'assurer que les informations de ma carte interne soient les bonnes, soit l'adresse IP qui commence par 20, c'est bien parce que j'avais exclu jusqu'à 19, le masque de sous-réseau de 128, le DHCP qui est 10.20.30.1 et le DNS qui est aussi 10.20.30.1 et non pas 127.0.0.1. Une fois que j'ai cette information-là, je peux pour le fun aller voir du côté du DHCP dans les baux d'adresse, voir la correspondance. Si je fais F5 ou que je fais, je pense, dans Action actualiser, bien, je vais voir le client qui est apparu dans la configuration de mon DHCP. Alors, tout ça, c'était la base pour m'assurer que mon client ait bien reçu la configuration adéquate de mon serveur DHCP. Je m'en vais tout de go dans mon exercice. Je m'en vais m'assurer que j'ai fait un suivi par rapport à ça. Je me suis assuré que le serveur DHCP fonctionne correctement. Ça, c'est fait. Il va me rester joindre le client Windows 7 au domaine. C'est l'item qui me reste à faire avant de terminer. Alors, je viens d'avoir dans mon oreillette droite une question. Alors, je vais essayer de reprendre la question. Je vais aller montrer l'information ici. La question était à l'effet que le serveur DNS, c'est bien beau ici dans l'exemple, le 10.20.30.1, il est bon. Toutefois, si ça n'avait pas été la bonne adresse IP, d'où provient l'information, d'où est-ce que ça vient? Bien, cette information-là, en réalité, elle vient du serveur DHCP. Alors, il s'agit d'aller chercher dans les options du serveur DHCP et de corriger l'erreur. Par la suite, de faire un ipconfig release et renew. Alors, je vous montre à quel endroit est-ce que ça se passe tout ça. Alors, si je retourne du point de vue de mon DHCP, à l'intérieur de mon étendue, j'ai mes options d'étendue et le serveur DNS fait partie d'une option d'étendue et sa valeur est ici. Alors, il s'agit juste de cliquer 2 fois dessus et d'aller supprimer, rentrer la bonne adresse IP et de faire ajouter et c'est tout. Alors, c'est vraiment dans les options d'étendue. De plus, vous pourriez rajouter plusieurs adresses IP au niveau des options DNS, c'est possible, il n'y a aucun problème. Si on en rajoute une deuxième, par exemple 10,
.20.30.2. Imaginez qu'il y a un deuxième serveur DNS dans notre serveur, dans notre réseau. On fait ajouter. Évidemment, là, il va y avoir une erreur. Là. Le serveur n'existe pas. Là. Donc, je vais avoir une erreur, mais je vais quand même autoriser la configuration. Vous allez voir qu'on peut, bon, oui, je veux quand même l'ajouter, on peut jouer avec l'ordre des serveurs parce que je vais toujours suggérer à mon client un premier serveur DNS puis un deuxième serveur DNS. Alors, celui qui est en haut, c'est le premier, puis celui qui est en bas, c'est le deuxième. Alors, si on voudrait favoriser le numéro 2, celui qui a l'adresse IP 2, ben à ce moment-là, on s'arrangerait pour qu'il soit en haut de la liste. Alors, c'est comme ça qu'on peut configurer ce que le client va recevoir au niveau de sa configuration TCP/IP dans ipconfig/all, cet endroit-là ici. Alors, c'était la question que nous avions, une question du public qui a été posée avec des mots. Donc, on continue. Maintenant, il nous reste à joindre le client au domaine. Juste avant, on doit effectuer une opération importante au niveau de la ligne de commande. Cette opération-là consiste à faire un NSLOOKUP. C'est le test ultime. On doit s'assurer que lorsque je fais un NSLOOKUP, que mon serveur s'affiche, donc que l'adresse de mon serveur s'affiche. À ce stade-ci, là, le serveur par défaut a Node, cette erreur-là, elle est normale. Elle va être réparée plus tard lorsqu'on va voir la configuration légèrement plus avancée du serveur DNS. Mais pour l'instant, ce n'est pas un problème. Je demande mon domaine, gotham.dc, et je devrais avoir un IP en réponse. Si vous avez un IP en réponse, ce que ça veut dire, c'est que l'opération de joindre le client au domaine, c'est-à-dire d'aller à l'endroit où on modifie le nom de Windows 7, je renomme mon client Windows 7 001 par exemple. Le fait d'inscrire le nom de domaine ici, gotham.dc, je sais que ça va marcher. Pourquoi? Parce que je sais que mon ordinateur est capable de résoudre le nom de domaine gotham.dc en adresse IP. Et là, je fais « Oui, je le veux ». On me demande un utilisateur, c'est un utilisateur de mon domaine. Alors, présentement, j'ai un seul utilisateur. Je peux aller même confirmer mon utilisateur ici, là, du point de vue de mon serveur. Je vais m'ajouter une console, par contre. Il me manque un composant logiciel en fichable, soit celui d'utilisateur et ordinateur Active Directory. Dans utilisateur et ordinateur Active Directory, je peux aller voir mon domaine et dans le conteneur qui s'appelle Users, je vois mon administrateur. C'est celui-là dont il est question. N'importe quel utilisateur du domaine peut joindre un client à un domaine. Par contre, les utilisateurs standards ne peuvent joindre que 10 clients maximum. Alors, je suis sur mon client, administrateur. Je rentre le mot de passe de mon administrateur de mon domaine et je fais OK. Le processus, en général, ne prend pas si longtemps que ça. Vous pouvez renommer l'ordinateur et joindre le client à partir d'un Windows 7 sans problème. Et vous devez absolument redémarrer après l'opération. Alors, ce n'est pas une opération qui est très longue, mais elle nécessite impérativement un redémarrage. Et on va voir la différence au niveau de l'ouverture de session une fois que le client va avoir redémarré. Alors, je vais lancer le redémarrage de mon client. Et pendant qu'il redémarre, je vais aller du point de vue de mon serveur pour voir qu'est-ce qui a été changé dans Active Directory. Dans le conteneur Computers, je devrais maintenant voir mon ordinateur client. Alors, il ne me reste plus rien à me créer des utilisateurs, à créer des conteneurs pour pouvoir ouvrir des sessions avec les utilisateurs à partir de mon client. Donc, si je suis sur mon client, je vais remarquer la subtilité de différence au niveau de l'ouverture de session. Je vois le nom du client, le nom de l'ordinateur et Emika, ce qui signifie que j'ouvre une session présentement à l'aide de l'utilisateur Emika, qui est un compte local. Toutefois, dès que je change d'utilisateur, je me trouve à ce moment-là à choisir un utilisateur quelconque. Plus tard, il va y avoir Batman. Là, il n'existe pas, évidemment. Là. Et je vais ouvrir une session par défaut sur le domaine Gotham. Alors, c'est ce qui fait la différence au plan visuel. Alors,
Batman, je rentrerai le mot de passe de Batman, et là, je pourrais ouvrir une session avec cet utilisateur-là, si tant est qu'il existe. Présentement, ça ne fonctionnera pas car il n'existe pas. Donc, c'est là qu'on est rendu. Notre client est joint au domaine. On a un domaine fonctionnel, on a un serveur DHCP et ça résout le problème de la question numéro 5. Donc, je m'assure de le sélectionner en vert et c'est là que je suis rendu.